La Bentley noire a dérapé à l'entrée du manoir lorsque David Carter a freiné brusquement. Ses yeux se sont écarquillés en voyant la petite silhouette recroquevillée sur le trottoir, tremblante sous la pluie froide d'octobre. C'était Emma, sa fille de 5 ans, assise sur le trottoir comme une mendiante abandonnée. Emma. David a sauté de la voiture, laissant la portière ouverte et le moteur allumé. La fillette a levé son visage mouillé par les larmes mêlées à la pluie. Ses yeux bleus, habituellement brillants, étaient ternes et hantés. « Papa !» Sa voix sortit comme un murmure brisé. David la souleva dans ses bras, sentant à quel point elle était trop maigre, trop légère. Quand avait-il pesé Emma pour la dernière fois? Quand l'avait-il réellement observée pour la dernière fois? « Que fais-tu dehors, princesse? Où est ta mère ?» David courut vers la maison, protégeant sa fille de la pluie avec son manteau. Les lumières étaient allumées au 2e étage, la musique résonnait fortement à travers les fenêtres ouvertes. Emma s'accrocha au cou de son père avec une force désespérée. « Maman m'a dit d'attendre ici dehors. Elle a dit qu'elle avait des visites importantes et que je ne pouvais pas la déranger. » David s'arrêta à la porte d'entrée, une sensation glaciale parcourant son échine. Des visites importantes? Il avait annulé son voyage d'affaires à la dernière minute, décidant de rentrer à la maison un jour plus tôt que prévu pour surprendre sa famille. « Depuis combien de temps es-tu dehors, Emma ?» La fillette haussa les épaules maigres. « Je ne sais pas bien compter, mais il a déjà fait nuit 2 fois. »« 2 jours. » Sa fille était dehors depuis 2 jours. David poussa la porte de la maison avec violence. L'odeur qui l'atteignit lui fit retourner l'estomac, un mélange nauséabond de parfums bon marché, d'alcool et de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait identifier. La musique venait de la chambre principale, au 2e étage. « Emma, va dans ta chambre et prends une douche chaude. Papa doit parler à maman. »« Non. » Emma s'accrocha encore plus fort à lui. « S'il te plaît, ne me laisse pas seule. Quand tu n'es pas là, des choses terribles arrivent. » Le cœur de David se brisa en 1000 morceaux. Quelle chose terrible! Que s'était-il passé en son absence? Il avait toujours fait aveuglément confiance à Mélissa, son épouse depuis 7 ans. Elle avait été la nounou parfaite quand Emma était bébé, après la mort de la mère biologique de la fillette à l'accouchement. David pensait avoir trouvé le véritable amour et une mère dévouée pour sa fille. « D'accord, princesse. Tu restes avec moi. » David monta les escaliers lentement, chaque marche augmentant son inquiétude. La musique devenait plus forte, des voix masculines riaient depuis la chambre principale. Par l'entrebâillement de la porte, David vit quelque chose qui fit s'effondrer son monde. Mélissa était à moitié nue, servant des verres à 3 hommes en costume cher qu'il reconnut immédiatement. Le juge Hamilton, le député Stevens et l'homme d'affaires Rodriguez. Tous mariés, tous des figures respectables de la société. Mais ce n'était pas seulement la trahison qui le choqua. C'était de réaliser que sa maison était devenue un bordel de luxe pendant ses voyages d'affaires. « Papa, j'ai faim », murmura Emma, et c'est alors que David remarqua à quel point les côtes de la fillette étaient visibles à travers le t-shirt mouillé. David recula silencieusement, portant Emma à l'étage inférieur. Dans la cuisine, il ouvrit le réfrigérateur et ne trouva que du champagne cher et quelques restes de nourriture gastronomique. Rien de convenable pour un enfant. Les tiroirs étaient vides, pas même un paquet de biscuits. « Emma, dis-moi la vérité. Que se passe-t-il quand papa voyage ?» La fillette regarda ses pieds. « Maman dit que je dois rester tranquille dehors quand ses amis viennent jouer. Elle dit que si je dérange, tu ne reviendras jamais à la maison. Et tu restes sans manger. » Parfois, Madame Rosa me donnait de la nourriture en cachette, mais maman la renvoyait. Rosa Martinez avait été la gouvernante de la famille pendant 3 ans. David se souvenait vaguement que Mélissa se plaignait que Rosa était trop intrusive et qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Maintenant, il comprenait la vraie raison. « Emma, écoute bien ce que papa va te dire. » David s'agenouilla devant sa fille, tenant ses petites mains glacées. « Rien de tout cela n'est de ta faute. Rien. Et papa promet qu'il va tout arranger. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « Tu promets vraiment? Tu ne vas plus voyager et me laisser seule? »« Je promets, princesse. Plus jamais. » David prit le téléphone et appela un hôtel 5 étoiles au centre-ville. « J'ai besoin d'une suite pour ce soir. »« Oui, c'est urgent. » Pendant qu'il faisait la réservation, son esprit travaillait rapidement. Il ne pouvait pas simplement confronter Mélissa maintenant, pas avec Emma présente et traumatisée. Il avait besoin d'un plan, de preuves, d'une stratégie pour s'assurer que sa fille ne passerait plus jamais par cela. Mais d'abord, il devait sortir Emma de là. « On va vivre une aventure, princesse. Que dirais-tu de dormir à l'hôtel ce soir? Comme dans les films ?»
Emma sourit pour la première fois depuis son arrivée. Avec le service en chambre. Avec tout ce que tu voudras. Pendant qu'il préparait une petite valise pour Emma, David remarqua à quel point la chambre de la fillette avait été négligée. Des vêtements sales éparpillés, des jouets cassés, le lit défait depuis des jours. Comment n'avait-il pas remarqué avant? Parce que tu n'étais jamais là, murmura une voix cruelle dans son esprit. David secoua la tête. Il n'y avait pas de temps pour les regrets maintenant. Il n'y avait de temps que pour l'action. Papa. Emma tira sur sa manche, tandis qu'il fermait la valise. Oui, mon amour. Tu vas laisser maman seule avec ses amis. David s'arrêta, réalisant que sa fille de 5 ans avait compris plus qu'elle ne devait sur la situation. Ne t'inquiète pas de ça maintenant, Emma. Papa va s'occuper de tout. Mais en portant sa fille hors de la maison, David savait que s'occuper de tout signifierait bien plus que simplement obtenir la garde d'Emma. Cela signifierait rendre justice. Et si tu aimes cette histoire et veux découvrir comment David va affronter cette situation terrible, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des détails à venir. À l'hôtel, David regardait Emma dévorer le hamburger du service en chambre comme si elle n'avait pas mangé depuis des semaines. Peut-être qu'elle ne mangeait vraiment pas. L'image de sa fille affamée pendant que Mélissa dépensait des fortunes en champagne et en lingerie chère fit se crisper sa mâchoire de colère. Doucement, princesse. La nourriture ne va pas s'envoler. Emma arrêta de mâcher et le regarda avec des yeux effrayés. Désolé, papa. Je sais que je dois avoir de bonnes manières. Non, mon amour. Tu peux manger comme tu veux. Papa ne veut juste pas que tu te fasses du mal. Pendant qu'Emma prenait sa douche, David prit son ordinateur portable et commença l'enquête qui allait tout changer. D'abord, il vérifia les comptes bancaires. Mélissa avait dépensé 40 000 $ le mois dernier pour des choses que David ne parvenait pas à identifier. Des transferts vers des comptes étranges, des paiements à des entreprises inexistantes. Le téléphone sonna. C'était Jacques Morrison, son avocat personnel. David, je pensais que tu étais en voyage. Changement de programme. Jacques, j'ai besoin que tu viennes à l'hôtel Riverside maintenant. Nous avons une urgence familiale. Bien sûr. Que s'est-il passé? David regarda vers la salle de bain, où Emma fredonnait doucement pour la première fois depuis. Quand avait-il entendu sa fille chanter pour la dernière fois? Je préfère expliquer en personne. Et Jacques apporte tout ce qui concerne le divorce et la garde des enfants. 1 heure plus tard, Jacques était assis dans le salon de la suite, analysant les photos que David avait prises discrètement de la maison avant de partir. C'est très sérieux, David. Négligence infantile, prostitution, utilisation de la résidence pour des activités illicites. Mais nous avons besoin de plus de preuves pour garantir que tu obtiennes la garde totale. Quel type de preuves? Témoins, dossiers médicaux d'Emma, documentation des dépenses suspectes. Et il serait idéal de pouvoir prouver que cela se produit depuis longtemps. David pensa à Rosa Martinez. J'ai une idée. Le lendemain, David laissa Emma avec une nounou de confiance à l'hôtel et se rendit dans le quartier hispanique de l'autre côté de la ville. Il trouva Rosa travaillant comme femme de ménage dans une maison modeste. Monsieur Carter. Rosa laissa tomber le chiffon de nettoyage. Quelle surprise! Comment va la petite Emma? C'est d'elle que je dois parler, Rosa. Puis-je entrer? Rosa l'emmena dans la petite cuisine et servit du café. Ses mains tremblaient légèrement. Rosa, pourquoi êtes-vous vraiment partie de notre maison? La femme de 50 ans baissa les yeux. Madame Mélissa a dit que vous n'aviez plus besoin de moi. Rosa. David prit sa main doucement. Emma était abandonnée dans la rue quand je suis arrivé hier. Affamée. Seule depuis 2 jours. Je dois savoir la vérité. Rosa commença à pleurer. J'ai essayé de protéger cet enfant, Monsieur Carter. Dieu sait que j'ai essayé. Raconte-moi tout. Cela a commencé il y a 2 ans, juste après que vous ayez commencé à voyager plus souvent. Au début, c'était seulement des rencontres occasionnelles. Mais ensuite, cela est devenu régulier. Des hommes importants venaient à la maison 2-3 fois par semaine. David sentit son estomac se nouer. 2 ans. Emma n'avait que 3 ans lorsque cela avait commencé. Madame Mélissa disait que c'était du travail, que vous étiez au courant et que vous approuviez. Mais elle envoyait toujours Emma dehors quand les hommes arrivaient. Au début, je m'occupais de la fillette dans le jardin ou le garage. Mais ensuite... Ensuite quoi, Rosa? Ensuite elle a commencé à être jalouse. Elle disait que je m'ingérais, qu'Emma m'aimait plus qu'elle. Elle a commencé à m'empêcher de nourrir l'enfant, de la laver. Elle disait que si je continuais à choyer Emma, vous découvririez qu'elle n'était pas une bonne mère.
David serra les poings. Continue. Le dernier mois où j'ai travaillé là, Emma a passé 3 jours d'affilée dehors parce qu'il y avait une fête spéciale. Je lui apportais de la nourriture en cachette, des couvertures. La fillette me suppliait de ne pas la laisser seule. Rosa ouvrit un tiroir et sortit une enveloppe jaunie. J'ai tout documenté, monsieur Carter. Date, photos, j'ai même enregistré quelques conversations sur mon téléphone. Je savais qu'un jour vous découvririez la vérité. David ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des photos d'Emma sale et maigre, dormant sur le sol du garage. Des registres manuscrits de Rosa sur les jours où la fillette restait sans nourriture. Des emails imprimés de Melissa à Rosa, certains contenant des menaces explicites. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir plus tôt, Rosa? J'ai essayé. J'ai appelé votre bureau plusieurs fois, mais votre secrétaire disait que vous étiez en réunion importante. J'ai laissé des messages qui n'ont jamais été rappelés. Madame Melissa a découvert et m'a renvoyé le lendemain. David se souvint des messages que sa secrétaire Jennifer filtrait toujours. Appel personnel pendant les heures de bureau, disait-elle. Combien de demandes d'aide de Rosa avait-il perdu? Il y a encore une chose, monsieur Carter. Rosa hésita. Votre beau-père, monsieur Thompson, est venu à la maison plusieurs fois. Le monde de David trembla. Richard Thompson, le père de Melissa et respecté entrepreneur immobilier, était-il également impliqué? Il savait ce qui se passait. Je ne suis pas sûr. Mais une fois, je l'ai entendu discuter avec madame Melissa de maintenir les apparences et ne laisser aucune trace. Et après cette conversation, elle est devenue encore plus cruelle avec Emma. David rangea soigneusement l'enveloppe. Rosa, seriez-vous prête à témoigner au tribunal? Pour le bien de cette fillette? Bien sûr que oui. De retour à l'hôtel, David trouva Emma en train de dessiner à la table du salon. C'était un dessin sombre, une grande maison avec une petite fille dehors, sous une pluie tombant d'un ciel sombre. C'est un joli dessin, princesse. Raconte-moi à son sujet. Emma pointa la petite figure. C'est moi, attendant que papa revienne. Et ici. Elle pointa vers la maison, ce sont les monstres que maman laisse entrer. Des monstres. Sa fille de 5 ans appelait les clients de Melissa des monstres. Cette nuit-là, après qu'Emma se soit endormie, David appela un détective privé recommandé par Jacques. J'ai besoin d'une surveillance discrète de ma résidence. Je veux savoir qui entre et sort, quand, et je veux des preuves vidéo de tout. Pas de problème. On commence demain. Mais David savait que les preuves ne suffiraient pas. Melissa avait transformé sa maison en bordel, négligé sa fille et impliqué des hommes puissants dans son système. Une simple bataille pour la garde ne rendrait pas justice. En regardant Emma dormir, pâle et trop maigre, David prit une décision qui allait tout changer. Il ne suffisait pas de sortir Emma de cette situation. Il fallait que tous les responsables paient pour ce qu'ils avaient fait à sa fille. Et David Carter, l'un des hommes d'affaires les plus influents de la ville, disposait des ressources et des contacts nécessaires pour s'assurer que cela se produise. Mais d'abord, il devait comprendre exactement jusqu'où allait ce réseau de corruption et d'abus. Ce qu'il découvrirait dans les jours suivants ferait paraître tout ce qu'il avait vu jusqu'ici comme la partie émergée de l'iceberg. Le lendemain matin, David reçut un appel qui changea tout. C'était Jennifer, sa secrétaire, avec une voix tendue. « Monsieur Carter, la police est passée au bureau. Ils vous cherchent. »« La police? Pourquoi? » ?»« Votre épouse a déposé une plainte. Elle affirme que vous avez kidnappé Emma et qu'elle craint pour la sécurité de sa fille. » David sentit son sang bouillir. Melissa avait pris les devants. « Jennifer, appelle Jacques Morrison immédiatement. Dis-lui que c'est un code rouge. » En attendant l'avocat, David regardait Emma jouer sur le tapis de la suite. La fillette avait repris un peu de couleur au visage après une nuit entière de sommeil et de nourriture adéquate, mais elle chuchotait encore en parlant, comme si elle avait peur d'être entendue. « Papa » l'appelait-elle doucement. « On peut rester ici pour toujours. »« Pourquoi veux-tu rester ici, princesse ?»« Parce qu'ici c'est sûr. » « Et tu ne pars pas. » Jacques arriva 1 heure plus tard avec de mauvaises nouvelles. « David, techniquement Melissa a raison. Vous avez emmené Emma de la résidence sans autorisation judiciaire. Il faut régler ça avant que ça devienne un problème plus important. Et si je disais la vérité? Montrer les preuves? Les preuves de Rosa sont solides, mais il faudra des semaines pour qu'elles soient validées au tribunal. Entre-temps, Melissa peut obtenir une ordonnance pour récupérer Emma. David passa la main dans ses cheveux. Il perdait du temps pendant que Melissa manipulait la situation. « Jacques, j'ai besoin de 48 heures. Rien que ça. »
Pourquoi faire? Pour en finir une bonne fois pour toutes. Cet après-midi-là, David mit son plan à exécution. D'abord, il appela Marcus Webb, le détective privé. J'ai besoin que vous rassembliez des informations sur 3 hommes. Le juge Hamilton, le député Stevens et l'homme d'affaires Rodriguez. Je veux tout savoir. Famille, réputation, secret. Et je veux ça pour demain matin. C'est un délai serré, mais je peux le faire. Ensuite, David fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il engagea un hacker. Thomas Kim était un jeune coréano-américain travaillant dans le milieu souterrain de la technologie. Jacques avait mentionné son nom discrètement lors d'une affaire précédente. J'ai besoin d'accéder aux emails, messages textes et relevés financiers de ma femme, expliqua David lors de leur rencontre dans un café discret. C'est illégal, vous savez, répondit Thomas, mais ses yeux brillèrent d'intérêt. Je paie 50 000 $ pour l'information. Et 50 de plus si vous réussissez d'ici demain. Thomas sourit. Vu que c'est pour protéger un enfant, j'accepte. Pendant que ces pièces se mettaient en place, David devait gérer la partie la plus difficile. Garder Emma en sécurité et ignorante de ce qui allait se passer. « Papa, pourquoi maman n'est pas venue nous voir ?» demanda Emma pendant le dîner. « Elle est occupée, princesse. Mais papa s'occupe de tout. Je ne veux pas rentrer à la maison pour l'instant, papa. Là-bas, c'est trop bruyant la nuit. » David s'agenouilla à côté de sa fille. « Emma, tu me promets une chose? Si quelqu'un vient ici et dit que tu dois partir avec eux, tu cries très fort et tu appelles papa ?» Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Quelqu'un va essayer de m'emmener. »« Non, mon amour. Papa veut juste s'assurer que tu es en sécurité. » Le lendemain matin, Marcus Webb arriva avec un dossier complet. Les informations étaient dévastatrices. Le juge Hamilton a 3 enfants et une épouse qui dirige une ONG de protection de l'enfance. Ironiquement, elle n'a aucune idée de ce que fait son mari pendant son temps libre. Et le député Stevens. Candidat à sa réélection. Sa plateforme politique repose sur des valeurs familiales traditionnelles. Il a 2 filles adolescentes. Rodriguez. Le plus intéressant. Il est marié à l'héritière de la famille Montrose, propriétaire de la plus grande chaîne d'hôtels de la région. Son épouse, Patricia, est extrêmement religieuse et dirige plusieurs organisations caritatives. David sourit froidement. Des hommes puissants avec des réputations impeccables et des familles qui seraient détruites si la vérité éclatait. 2 heures plus tard, Thomas Kim entra dans la suite avec un ordinateur portable et une expression satisfaite. « J'ai tout obtenu. Et il y a bien plus que vous ne l'imaginez. » David s'assit aux côtés du hacker pendant qu'Emma dormait dans la chambre adjacente. « Votre femme n'est pas seulement une prostituée de luxe. Elle est la coordinatrice d'un réseau entier. Regardez ça. » Thomas ouvrit un dossier numérique rempli de mails, de photos et de vidéos. David ressentit une nausée en voyant le contenu. Elle recrute d'autres femmes, organise des soirées à thème, même des enchères. Et regardez qui d'autre est impliqué. À l'écran apparut une photo de Richard Thompson, le beau-père de David, lors d'une des fêtes de Melissa. Votre beau-père n'est pas seulement un client. Il finance toute l'opération. Melissa utilise son argent pour louer des propriétés dans d'autres États, recruter de jeunes filles, et même pour soudoyer des autorités locales. David eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Depuis combien de temps cela dure? D'après les archives que j'ai trouvées, au moins 5 ans. Bien avant la naissance de votre fille. 5 ans. David s'était marié avec Melissa il y a 7 ans. Cela signifiait qu'elle était impliquée dans ce réseau presque depuis le début du mariage. Il y a plus. Thomas cliqua sur un autre dossier. Elle prévoyait de se débarrasser de vous. À l'écran apparurent des conversations entre Melissa et un avocat spécialisé en divorce. Ils discutaient de stratégies pour obtenir la majeure partie des biens de David, incluant des plans pour prétendre qu'il était un père négligent et violent. Elle avait déjà des documents falsifiés prêts, incluant des rapports médicaux suggérant qu'Emma était victime de maltraitance paternelle. David dut s'appuyer sur la table. S'il n'était pas rentré plus tôt du voyage, s'il n'avait pas trouvé Emma dans la rue, Melissa aurait pu détruire sa vie complètement. « Il y a une dernière chose », dit Thomas hésitant. « J'ai trouvé des preuves qu'elle négociait la participation d'Emma dans certaines activités. » Le monde de David s'arrêta. « Que voulez-vous dire ?» Elle a parlé avec un client spécifique de développer l'affaire, incluant des participants plus jeunes. Les négociations en étaient au stade initial, mais David n'entendit pas la suite. Il courut aux toilettes et vomit tout ce qu'il avait mangé dans la journée. Melissa ne se contentait pas de négliger Emma.
Elle prévoyait de la vendre. Lorsqu'il retourna dans le salon, Thomas avait tout préparé sur des clés USB organisées. Voilà tout. Des preuves suffisantes pour détruire non seulement votre épouse, mais tout le réseau. David prit les clés USB avec des mains tremblantes. Il ne s'agissait plus seulement d'obtenir la garde d'Emma ou de divorcer de Melissa. Il s'agissait d'empêcher d'autres enfants de subir ce que sa fille avait failli subir. Thomas, j'ai besoin d'une chose de plus. Tout ce que vous voulez. Je veux que vous remettiez des copies de cela à chacune des épouses des hommes impliqués. Personnellement. Et je veux que ce soit ce soir. Thomas sourit sinistrement. Ce sera un plaisir. Pendant que le hacker partait exécuter sa mission finale, David regarda par la fenêtre de la suite. En bas, la ville suivait sa routine normale, ignorant que dans les prochaines heures, plusieurs familles puissantes découvriraient qui était réellement leur mari. Mais David n'avait pas encore terminé. Il prit le téléphone et appela le commissaire Murphy, l'un des rares policiers en qui il avait encore confiance. « Murphy, c'est David Carter. J'ai besoin que vous veniez à l'hôtel Riverside maintenant. J'ai des informations sur un réseau de prostitution impliquant plusieurs autorités de la ville. » David, c'est sérieux. Plus sérieux que tout ce que vous avez jamais enquêté. Après avoir raccroché, David entra dans la chambre où Emma dormait. La fillette était recroquevillée en position fétale, même endormie. Combien de nuits avait-elle dormi ainsi, effrayée, espérant que les monstres ne reviendraient pas? Plus jamais, princesse, murmura David. Papa promet que plus jamais. Dans quelques heures, toute la ville saurait la vérité sur Melissa Carter et ses complices. Et David s'assurerait que justice soit faite, non seulement devant les tribunaux, mais là où ça faisait vraiment mal, dans la réputation, les familles et l'orgueil de ces hommes qui se croyaient intouchables. À 8 heures du soir, le téléphone de David se mit à sonner sans arrêt. Le premier appel venait de Richard Thompson. « David, vous devez arrêter ça immédiatement. Ma femme fait une attaque de panique et mes petits-enfants demandent pourquoi mamie pleure. » David garda la voix calme. « Bonjour, Richard. J'imagine que Margaret a reçu quelques informations intéressantes sur vos activités extra-conjugales. C'est du chantage. Je vais vous poursuivre pour diffamation. Avec quelle preuve? Thomas a été très prudent en ne livrant que des faits documentés, y compris les reçus des paiements que vous avez faits à Melissa au cours des 5 dernières années. » Richard raccrocha violemment, mais David savait que le prochain appel ne tarderait pas. À 8h15, ce fut au tour du juge Hamilton. « Carter, vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Vous avez détruit des familles entières. » Choix de mots intéressant, juge. Considérant que vous avez contribué à détruire l'enfance de ma fille. Je n'ai jamais touché à cet enfant. Non, mais vous avez payé pour qu'elle soit laissée dans la rue comme un animal abandonné pendant que vous vous amusiez dans ma maison. Et maintenant, votre épouse, c'est exactement le type d'homme qu'elle a épousé. David, pouvons-nous parler comme des hommes civilisés? Combien voulez-vous? 1 million? 2 millions? Il n'existe pas d'argent au monde qui puisse payer ce que vous avez fait à Emma. Le troisième appel vint du député Stevens, dont la voix sonnait désespérée. S'il vous plaît, David. Mes filles, elles ne méritent pas de vivre ça. La campagne politique importe peu, mais voir la déception sur leur visage quand elles ont découvert. Pour l'amour de Dieu, elles ont l'âge qu'aura Emma dans quelques années. David ressentit un pincement de compassion, mais se souvint du dessin d'Emma, des nuits qu'elle avait passées seule sous la pluie. Vous auriez dû y penser avant de participer au système qui a traumatisé une enfant de 5 ans. Je peux démissionner. Je peux m'éloigner de la vie publique. Ce n'est plus votre décision, Stevens. Vos filles et votre épouse savent déjà qui vous êtes vraiment. Le reste de la ville le saura demain lorsque l'histoire paraîtra dans les journaux. À 9h, le commissaire Murphy arriva à l'hôtel avec 2 détectives. David lui remit toutes les preuves compilées par Thomas. C'est une bombe atomique, David. Toute la structure politique de la ville va exploser. Parfait. Peut-être que d'autres enfants ne vivront pas ce qu'Emma a vécu. Murphy feuilleta les documents avec un air sérieux. Il y a suffisamment de preuves ici pour arrêter au moins 12 personnes, y compris votre épouse et votre beau-père. Quand allez-vous procéder aux arrestations? Demain matin, simultanément. Nous ne voulons laisser personne détruire des preuves ou fuir. Mais David savait que la véritable justice ne se produirait pas seulement dans les tribunaux. Elle avait déjà lieu à ce moment précis, dans les maisons des hommes impliqués. Thomas appela à 10h du soir. Mission accomplie. Patricia Rodriguez est internée dans une clinique psychiatrique après avoir découvert que son mari avait utilisé l'argent de son héritage pour financer le réseau de prostitution.
Margaret Thompson a brûlé tous les vêtements de son mari dans le jardin et a déjà contacté un avocat pour divorce. Et Sarah Hamilton? Eh bien, elle a simplement expulsé le juge de chez elle et a changé les serrures. David sourit pour la première fois depuis des jours. Et Melissa? Elle a essayé de fuir. Elle avait fait ses valises et se dirigeait vers l'aéroport quand la police l'a interceptée. Apparemment, quelqu'un l'avait informé du mandat d'arrêt qui sera délivré demain. Quelqu'un? Un petit oiseau m'a dit que le juge Hamilton l'avait appelée, essayant de la convaincre de porter seule la responsabilité en échange de protection. Melissa a compris qu'elle était jetée au loup. Le lendemain matin, David se réveilla avec Emma sautant sur le lit. « Papa, il y avait plein de sirènes dans notre rue. Il s'est passé quelque chose ?» David serra sa fille dans ses bras. Peut-être que c'était juste un exercice des pompiers, princesse. Mais lorsqu'il alluma la télévision, voilà ce qui apparaissait: Opération Tempête familiale. Réseau DE prostitution impliquant des autorités démantelées. La reporter était devant la maison de David, tandis que Melissa était emmenée menottée dans la voiture de police. L'opération a entraîné l'arrestation de 15 personnes, y compris un juge fédéral, un député d'État et plusieurs hommes d'affaires influents de la ville. Les enquêtes révèlent que le réseau opérait depuis au moins 5 ans. David éteignit rapidement la télévision, mais Emma avait vu assez. « Papa, pourquoi maman avait ses bracelets en métal ?» David s'agenouilla à côté de sa fille. Il était temps d'une conversation qu'il espérait ne jamais avoir à tenir. « Emma, maman a fait des choses très mauvaises. Des choses qui ont blessé d'autres personnes, y compris toi. C'est pour ça que je devais rester dehors. »« Oui, princesse. Mais maintenant elle ne peut plus blesser personne. » Emma resta silencieuse un moment, assimilant l'information. « Papa, ça veut dire qu'on ne retournera plus dans cette maison. » »« Non, Emma. Cette maison n'est plus à nous. Nous allons trouver une nouvelle maison, rien qu'à nous. Et maman ne va plus vivre avec nous. » David avala difficilement sa salive. « Non, mon amour. Maman restera loin pendant très, très longtemps. » À sa surprise, Emma ne pleura pas. Au lieu de cela, elle le serra fort. « Ça va, papa. Je n'aimais pas cette maison de toute façon. Et maintenant tu ne vas plus voyager et me laisser seule, hein? Plus jamais, princesse. Papa promet. » Cet après-midi-là, Jacques Morrison appela avec des nouvelles. « David, c'est officiel. Le tribunal vous a accordé la garde totale et exclusive d'Emma. Melissa va écoper d'au moins 20 ans de prison pour prostitution, négligence infantile et complot pour abus sur mineurs. Et les autres? » Hamilton a été démis de ses fonctions et risque 15 ans. Stevens a démissionné et négocie un accord. Rodriguez. Eh bien, en plus de la prison, il a littéralement tout perdu. Son épouse a pu annuler le mariage et récupérer tous les biens de la famille. Et mon beau-père? Richard Thompson est dans la pire situation. En plus des accusations criminelles, ses entreprises sont sous enquête pour blanchiment d'argent. Il va finir ses jours en prison. David aurait dû ressentir de la satisfaction, mais il n'éprouvait qu'un étrange vide. « Jacques, je veux que tu donnes tout l'argent que nous obtiendrons de la vente de l'ancienne maison à des organisations de protection de l'enfance. Vous êtes sûr? » Je le suis. Je veux qu'il sorte quelque chose de positif de cette tragédie. Cette nuit-là, alors qu'Emma dormait paisiblement pour la première fois depuis des années, David regarda par la fenêtre de l'hôtel. La ville semblait différente maintenant. Plus propre, d'une certaine manière. Rosa appela le lendemain. « Monsieur Carter, j'ai vu les nouvelles. Comment va Emma? »« Mieux, Rosa. Beaucoup mieux. En fait, j'ai une proposition pour vous. »« Oui. » »« Que diriez-vous de revenir travailler pour nous? Emma vous manque, et j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour s'occuper d'elle pendant que je réorganise ma vie. » Rosa se mit à pleurer de l'autre côté du fil. « Ce serait un honneur, Monsieur Carter. Un honneur. » David sourit, sentant pour la première fois depuis une semaine que tout irait bien. Le réseau avait été démantelé. Les coupables payaient pour leurs crimes. Et Emma était enfin en sécurité. Mais la véritable guérison restait à venir. 6 mois plus tard, David regardait Emma courir dans le jardin de leur nouvelle maison, riant aux éclats pour la première fois depuis qu'il s'en souvenait. La propriété était plus petite que l'ancienne, mais elle avait quelque chose que le manoir n'avait jamais eu, la paix. « Monsieur Carter » appela Rosa depuis la véranda. La docteure Williams est arrivée. David fit un signe de la main à Emma, qui jouait avec son nouveau chien, un golden retriever nommé Charlie. « Princesse, allons parler avec la docteure. » Emma courut vers lui, sans hésitation.
Dans les premiers mois après les événements, elle s'agrippait à son père à la moindre apparition d'un étranger. Maintenant, après 6 mois de thérapie, elle avait appris à faire confiance à nouveau. « Bonjour, Emma. » La docteure Sarah Williams, psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes, salua la fillette avec un sourire chaleureux. « Salut, docteur Sarah. Vous voulez voir comment Charlie a appris à rapporter la balle ? » « Bien sûr. Mais d'abord, que diriez-vous de parler un petit peu ?» David se retira dans le bureau pendant la séance hebdomadaire d'Emma. Ces derniers mois, il avait complètement transformé sa vie professionnelle. Il avait réduit drastiquement ses déplacements professionnels, engagé des managers de confiance pour superviser ses entreprises et créé un emploi du temps flexible qui lui permettait d'être présent pour Emma tous les jours. 1 heure plus tard, la docteure Williams frappa à la porte. « Comment va-t-elle » demanda David en offrant une tasse de café. Emma a fait des progrès extraordinaires. Le traumatisme est traité de manière saine. Elle a retrouvé confiance et, plus important encore, elle ne montre aucun signe de stress post-traumatique sévère. Et les cauchemars? Ils ont pratiquement disparu. La semaine dernière, elle a dormi toute la nuit sans interruption. C'est un progrès significatif. David poussa un soupir de soulagement. Les premiers mois avaient été difficiles. Emma se réveillait en criant, refusait de rester seule dans n'importe quelle pièce et avait des crises de panique chaque fois qu'elle entendait de la musique forte. « Docteur Williams, puis-je poser une question personnelle ?» « Bien sûr. » Emma sera une enfant normale ? Je veux dire, ce traumatisme, cela va-t-il l'affecter pour le reste de sa vie ? La psychologue sourit doucement. David, Emma a eu la chance d'avoir un père qui agit rapidement et lui a fourni un environnement sûr pour se rétablir. Les enfants sont incroyablement résilients quand ils ont le soutien approprié. Elle ne sera pas seulement une enfant normale. Elle pourrait devenir une personne plus forte pour avoir surmonté cela si tôt. Ce soir-là, David mit Emma au lit selon sa routine habituelle. Bain, histoire et 5 minutes de conversation sur sa journée. « Papa », dit Emma en arrangeant sa couverture. Aujourd'hui à l'école, la maîtresse a parlé des familles différentes. Elle a dit que certains enfants ont 2 papas, d'autres 2 mamans, et certaines, comme moi, n'ont que papa. Et qu'as-tu répondu ? J'ai dit que j'ai le meilleur papa du monde, et que Rosa est comme une grand-mère pour moi. Et que ma famille peut être petite, mais elle est pleine d'amour. David sentit ses yeux s'humidifier. Tu as raison, princesse. Les familles ne se définissent pas par leur taille, mais par l'amour. Papa. Oui. Tu crois que maman apprend à devenir une meilleure personne là où elle est ? La question prit David au dépourvu. Emma parlait rarement de Mélissa, et quand elle le faisait, c'était toujours avec cette sagesse surprenante pour une enfant de 6 ans. Je l'espère, Emma. Les gens peuvent changer quand ils réalisent qu'ils ont fait des choses mauvaises. Je prie pour elle toutes les nuits. La docteure Sarah a dit que pardonner ne signifie pas oublier ou laisser la personne nous faire du mal à nouveau. Cela signifie libérer la colère de notre cœur. David embrassa le front de sa fille. Tu es plus sage que beaucoup d'adultes, tu sais. 3 mois plus tard, David reçut un appel inattendu. C'était l'avocat de Mélissa. Monsieur Carter, ma cliente aimerait écrire une lettre pour Emma. C'est dans le cadre du programme de réhabilitation de la prison. David hésita. Emma avait trouvé la stabilité. Remuer le passé serait-il bénéfique ? Puis-je lire la lettre en premier ? Bien sûr. Je peux l'envoyer par email. La lettre arriva le même après-midi. David lut les yeux remplis de larmes. Ma chère Emma, je sais que je n'ai pas le droit de t'appeler « mienne » après tout ce que j'ai fait. Je sais que tu ne te souviens probablement pas beaucoup de moi, et peut-être que c'est mieux ainsi. Je veux que tu saches que ce n'était pas ta faute. Rien de ce qui s'est passé n'était de ta faute. J'étais malade, pas dans le ventre ou dans la gorge, mais dans l'âme. Et quand les gens sont malades dans l'âme, parfois ils font des choses terribles aux personnes qu'ils aiment le plus. Ton papa est l'homme le plus courageux que je connaisse. Il t'a sauvé de moi, et pour cela je lui suis reconnaissante. Tu mérites de grandir dans un endroit sûr, avec des personnes qui t'aiment vraiment. Tu n'as pas besoin de me pardonner. Tu n'as même pas besoin de penser à moi. Mais si un jour, quand tu seras grande, tu veux savoir que ta première maman est vraiment, vraiment désolée pour tout ce qu'elle a fait, maintenant tu sais. Sois heureuse, ma petite. Sois tout ce que je n'ai jamais pu être. Mélissa. David montra la lettre à la docteure Williams avant de décider s'il la montrerait à Emma. C'est une lettre sincèrement repentante, analysa la psychologue. Elle ne cherche pas à se justifier ou à manipuler. Cela peut être thérapeutique pour Emma, mais laissez-la décider si elle veut la lire. David parla à Emma de la lettre ce soir-là. Veux-tu la lire ? Emma réfléchit longuement.
Puis-je la lire demain? Aujourd'hui, je veux juste penser à des choses agréables. Bien sûr, princesse. Le lendemain, Emma lut la lettre en silence, assise sur les genoux de David. Quand elle eut fini, elle resta silencieuse plusieurs minutes. Papa, puis-je écrire une lettre en retour? Tu es sûr? Oui. Emma dicta, et David écrivit. Mélissa, merci de dire que ce n'était pas ma faute. Je le savais déjà, mais ça fait du bien à entendre. J'espère que tu iras mieux de la maladie de l'âme. La docteure Sarah dit que toutes les personnes peuvent s'améliorer si elles le veulent vraiment. Je suis heureuse maintenant. J'ai le meilleur papa du monde, Rosa qui est comme ma grand-mère, mon chien Charlie, et des amis à l'école. Je ne suis pas en colère contre toi. Mais je n'ai pas besoin de toi non plus. J'ai déjà une famille complète. Emma. 1 an après les événements, David fut invité à parler lors d'un événement sur la protection de l'enfance. Il accepta, sachant que son histoire pouvait aider d'autres enfants. La plus grande leçon que j'ai apprise, dit David à l'auditoire de plus de 500 personnes, c'est qu'être présent ne signifie pas seulement être physiquement au même endroit que votre enfant. Cela signifie être émotionnellement disponible, attentif aux signes, et suffisamment courageux pour affronter des vérités inconfortables. Après la conférence, une femme s'approcha de lui. « Monsieur Carter, je suis la directrice de la Fondation Enfants d'abord. Nous aimerions vous inviter à rejoindre notre conseil. Votre expérience et vos ressources pourraient aider de nombreuses familles. » David accepta immédiatement. 2 ans plus tard, David était dans le jardin, apprenant à Emma à planter des roses quand elle posa une question qui le surprit. « Papa, tu crois que d'autres enfants ont vécu ce que j'ai vécu? » Malheureusement oui, princesse. Mais il y a des gens bien qui travaillent pour les aider. Quand je serai grande, je veux être l'une de ces personnes. Je veux aider les enfants qui ont peur. David serra sa fille dans ses bras, fier de la personne extraordinaire qu'elle devenait. Je suis sûr que tu aideras beaucoup de monde, Emma. Alors qu'ils plantaient les fleurs ensemble, David réfléchit au chemin qu'ils avaient parcouru. Le manoir luxueux avait été remplacé par une maison plus petite, mais infiniment plus heureuse. Mélissa purgeait 25 ans de prison. Richard Thompson était mort en prison. Les autres complices avaient tout perdu, famille, carrière, réputation. Mais la véritable victoire n'était pas dans la destruction des coupables. Elle était dans l'enfant rieuse à ses côtés, plantant des fleurs là où autrefois ne croissaient que des ombres. Voilà, papa. Notre première rose. Notre première de beaucoup, princesse. En regardant Emma arroser soigneusement la petite pousse, David sut qu'ils avaient fait plus que survivre. Ils avaient rené.